L'avortement peut avoir de nombreuses conséquences sur les femmes, comme des conséquences physiques, des saignements, une infection, des conséquences physiologiques, la tristesse, la culpabilité, du soulagement, des conséquences sociales et émotionnelles, des pressions sociales avec les cultures, accepter les relations familiales ou sentimentales. En France, il y a 243 623 femmes qui ont avorté en 2023, soit 8 600 de plus qu'en 2022. Comment sont accompagnées les femmes qui désirent avorter ? Il y a 2 méthodes pour avorter. Quelle est la différence entre les deux ? Comment ça se passe quand elles sont mineures ? Pour en savoir plus, nous accueillons Bénédicte Rodari, qui est conseillère conjugale et familiale à vie et liberté au centre de santé sexuelle de Mâcon. Bonjour Bénédicte Rodari. Bonjour. L'interruption volontaire de grossesse, IVG, est devenue légale en France en 1975 grâce à la loi Veil. Selon vous, ce droit pourrait-il être remis en question un jour en France ? Comme Simone de Beauvoir a dit, n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. On peut voir un petit peu aujourd'hui, peut-être pas encore pour la France, mais dans d'autres pays comme les États-Unis, qu'elle avait raison. Et en fait, on voit un peu dans le monde que les droits des femmes, ils peuvent avancer ou reculer selon les contextes politiques ou sociétaux. En France, c'est vrai que le droit à l'avortement a été inscrit dans la Constitution, mais ce qu'on voit, c'est que dans la réalité des Françaises, dans la vraie vie, l'accès à l'avortement n'est pas si facile parce que déjà, il y a la question des distances géographiques. Il y a certaines femmes qui sont très loin, à des kilomètres des centres où se pratiquent les avortements. Donc il faut pouvoir se déplacer, il y a plusieurs rendez-vous, il faut pouvoir des fois poser des jours de congé. On voit aussi que dans certains hôpitaux, les postes de conseillère conjugale et familiale sont menacés, voire supprimés, alors que beaucoup de femmes continuent d'apprécier ce temps d'écoute et d'échange autour de l'IVG, autour de leur IVG. Et en plus, c'est un temps qui permet de repérer les abus ou les violences sur les jeunes filles ou les femmes particulièrement vulnérables, comme par exemple des femmes en situation de handicap ou des femmes qui seraient exploitées au niveau de la prostitution ou des femmes aussi qu'on obligerait à avorter, ça peut arriver. C'est pour ça d'ailleurs que ce rendez-vous avec la conseillère reste obligatoire pour les mineurs, mais il est souvent apprécié aussi par les femmes majeures. Donc on voit aussi que c'est pas si simple d'avorter et que ça peut être un peu le parcours du combattant pour certaines. Pouvez-vous nous parler des techniques que les femmes utilisaient pour mettre fin à leur grossesse avant que cette loi, comme par exemple les aiguilles à tricoter ? Alors très sincèrement, j'ai jamais cherché à me renseigner dans le détail. J'en ai entendu parler, bien sûr, les aiguilles à tricoter, les cintres. Et il y a des BD, des films ou des livres qui relatent ce genre de pratique où en fait on voit que la femme, elle était prête à se mettre en danger plutôt que de subir une grossesse et un enfant non désiré dans sa vie. Donc pour moi, c'est la preuve de la détermination des femmes. Quand elles veulent avorter, elles vont essayer de le faire par tous les moyens. Peut-être qu'après, des femmes âgées ont témoigné de leur expérience par rapport à ça. Et ce qu'on peut dire, c'est que heureusement, certains avortements clandestins étaient réalisés correctement avec des médecins ou des personnes qui s'étaient formées pour aider les femmes désirant avorter. À notre connaissance, il n'y a pas d'âge légal pour avoir recours à l'avortement. Comment ça se passe quand on est mineur ? Ça se passe très simplement. C'est la jeune fille qui choisit si elle en parle à ses parents ou pas. Donc il peut y avoir aussi l'accompagnement par une personne majeure dans les cas où un des deux parents ou les deux parents ne peuvent pas être mis au courant. Ensuite, c'est les mêmes rendez-vous que pour une personne majeure avec un rendez-vous supplémentaire qu'on appelle l'entretien psychosocial qui se fait du coup la plupart du temps avec une conseillère conjugale et familiale pour discuter de sa situation
et ça permet de vérifier qu'elle a bien intégré toutes les informations liées à l'IVG, qu'elle va bien, parce que il existe aussi des situations où quelqu'un peut obliger à avorter, faire pression, peut-être que le consentement n'a pas été respecté aussi dans le rapport sexuel, que la jeune fille subit des violences. Donc nous, on va pouvoir vérifier qu'elle est dans les meilleures conditions possibles et voir si elle a besoin d'aide et d'accompagnement supplémentaire par rapport à sa demande d'IVG. Les raisons qui peuvent pousser une femme à vouloir avorter sont nombreuses. Quel est le cas de figure les plus fréquents ? Pour les cas de figure les plus fréquents, moi je peux témoigner uniquement de ma pratique, c'est-à-dire des femmes ou des jeunes filles que je reçois au centre. Je ne sais pas s'il y a des statistiques sur les raisons les plus fréquentes qui amènent à l'IVG, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'il y a tous les âges. La plupart du temps il s'agit d'une grossesse surprise. Il y a aussi des IVG pour des grossesses désirées, mais c'est quand même relativement rare, même si ça existe. Par rapport aux situations qu'on rencontre, ça peut être que la contraception ne fait pas partie de la vie de la femme à ce moment-là. Il y a encore certaines femmes et certains hommes d'ailleurs aussi, parce que c'est toujours à deux que ça arrive, qui manquent d'informations sur les pratiques à risque pour la grossesse. Par exemple, ce qu'on appelle la pratique du retrait, encore le choix d'avoir des rapports sexuels seulement certains jours du cycle menstruel, la tendance aussi à attendre trop longtemps avant de mettre le préservatif. Tout ça, c'est des pratiques à risque de grossesse et il y a encore beaucoup d'hommes et de femmes qui ont un peu des idées reçues sur la question. Et aussi pour les jeunes filles, les adolescentes, souvent elles ont la représentation que ça peut pas leur arriver, alors qu'en fait c'est un âge où on est très fertile. Parfois quand il y a une contraception, parfois elle est mal utilisée, donc ça peut être des oublis de comprimés de pilules, un préservatif qui est mal utilisé, et après il y a selon les contraceptions, le taux d'efficacité est très important ou des fois un petit peu moins important, donc ça arrive aussi qu'il y ait un échec de contraception. Et sinon, pour les situations qu'on rencontre, donc avec ou sans contraception, c'est par exemple des grossesses qui arrivent pile quand le couple se sépare, des couples aussi qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et finalement, la femme, elle va avoir une aventure extra-conjugale et il va y avoir une grossesse avec cette personne. Ça peut être aussi des femmes qui ont des problèmes de santé et elles ont compris que le médecin leur a expliqué qu'elles ne pourraient pas tomber enceinte. Et en fait, une grossesse arrive quand même. Ça, c'est des choses qu'on entend de temps en temps, où peut-être les médecins, quand il y a très peu de chances qu'elles aient une grossesse, le disent comme ça, et en fait la femme elle retient l'information qu'elle ne peut pas tomber enceinte. Ça arrive quand même. Il arrive aussi souvent que des jeunes couples, depuis très peu de temps ensemble, ont une grossesse qui arrive. Ils ne se voyaient pas se lancer dans un projet bébé avant 2 ou 3 ans, donc c'est trop tôt par rapport à leur relation. Pour donner d'autres exemples, il y a aussi des femmes qui ont déjà 1 ou plusieurs enfants et à qui des médecins ont refusé la ligature des trompes et qui retombent enceintes. Pourtant, la ligature des trompes est autorisée à partir de 18 ans, mais il y a beaucoup de médecins qui refusent à des femmes avant 40 ans ou à des femmes qui ne veulent pas du tout d'enfants. On a aussi des couples qui hésitaient à faire un enfant en plus. Et puis ils avaient décidé que non, et en fait ça arrive quand même par accident et ils savent plus. Ça peut être aussi des personnes qui ont des maladies psychiques qui les empêcheraient d'élever l'enfant, ou en tout cas c'est la représentation qu'elles en ont et le choix qu'elles font par rapport à ça. Et on a aussi des femmes qui étaient très proches de l'âge de la ménopause. Leur médecin leur a dit que c'était bon pour arrêter la contraception, ou en tout cas, c'est ce qu'elles ont compris, c'est ce qu'elles nous disent en tout cas, et en fait, elles tombent enceintes à 48 ans par exemple. Il y a aussi des femmes qui viennent pour avorter en disant qu'elles sont contre l'avortement, mais qu'elles ne se voient absolument pas poursuivre leur grossesse dans leur situation. Voilà, tous ces sujets sont encore un peu tabous. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est la décision de la femme à un moment donné de sa vie et que ce choix lui appartient. Et nous, on n'est pas là pour influencer ce choix. On est là pour accompagner la femme dans sa réflexion, l'écouter. D'ailleurs, certaines femmes nous demandent de les aider à trancher quand elles hésitent à avorter. Et nous, on ne donne jamais notre avis personnel. Mais la plupart des femmes, quand même, savent. En général, sont assez sûres de leur décision. C'est plus rare les femmes qui hésitent. Prendre une telle décision peut être difficile. Pouvez-vous nous expliquer les impacts psychologiques ? C'est un peu difficile à évaluer parce que nous, on les voit surtout avant
C'est plus rare qu'on les voit après. Quand même, par rapport à votre question, je veux quand même rappeler que la plupart du temps, ça se passe assez bien, plutôt facilement. Ça peut être difficile. Souvent, c'est pas de prendre la décision qui est difficile, c'est plutôt le contexte de ce que la femme est en train de vivre à ce moment-là dans sa vie. Dans les exemples que je viens de vous donner, par rapport au couple, par exemple, ou des problèmes de couple, ou voilà. Les femmes sont en général assez sûres de leurs décisions pour la plupart des cas. Dans les décisions, ce qui peut être difficile à gérer, c'est aussi les problématiques d'organisation autour des rendez-vous et des fatigues, parce qu'il ne faut pas oublier que la femme, elle a souvent des symptômes de la grossesse qui sont assez difficiles à supporter, d'autant plus que c'est pas désiré. Donc ça impacte un petit peu le travail et la vie privée. Il y a aussi, après l'IVG, il peut y avoir la perte de sang qui peut fatiguer, notamment pour l'IVG médicamenteux. L'anesthésie aussi peut fatiguer un petit peu, donc pour l'IVG instrumentale. Et s'il y a pas mal d'émotions aussi, il peut y avoir de la fatigue aussi, surtout que l'avortement va provoquer une chute d'hormones, puisque il y avait commencé à avoir les hormones de la grossesse. Donc la chute d'hormones aussi, ça joue sur le moral de toute façon. En tout cas, pour ce qui est de ma pratique professionnelle, je dirais qu'il y a 2 raisons principales qui font que l'IVG peut être mal vécu, parce qu'en fait, on voit aussi des femmes qui ont déjà eu 1 ou plusieurs IVG et elles nous le disent quand elles ont peur parce que ça s'est pas très bien passé la première fois. Des fois, elles nous disent que les explications et l'accompagnement, c'est allé trop vite pour elles, qu'elles n'ont pas eu bien le temps de discuter avec les professionnels avant ou pendant l'IVG. Donc c'est important que les professionnels puissent continuer d'avoir des bonnes conditions de travail, du temps pour leur rendez-vous, pour prendre le temps de discuter tranquillement et d'expliquer aussi comment ça va se passer. Que la femme puisse poser toutes ces questions, qu'elle se sente en sécurité, bien encadrée, surtout que d'aller à l'hôpital, il y a beaucoup de gens qui en ont peur aussi, donc juste ça peut générer aussi des inquiétudes. La femme, elle a aussi besoin de sentir qu'elle est entourée par la bienveillance des soignants et qu'elle n'est pas jugée aussi dans sa décision. On voit beaucoup de femmes qui arrivent avec la peur d'être jugées et qui se justifient beaucoup, alors qu'en fait maintenant elles n'ont plus besoin de se justifier puisque dans la loi, la notion de détresse a été supprimée et même le temps de réflexion a été supprimé, ce qui n'empêche qu'elles peuvent prendre tout le temps de réflexion qu'elles souhaitent, mais il n'y a plus besoin de donner de justification pour demander un avortement. Ça, c'est une première chose. Ce qu'on voit aussi, c'est que parfois, justement, elles se sont pas autorisées à prendre ce temps-là de réflexion. Elles se sont précipitées parce que elles ont envie que ça aille très vite, de sentir qu'elles sont très vite débarrassées de la grossesse, de plus sentir les symptômes de la grossesse, etc. Donc des fois, elles ont été très vite et en fait, elles se sont pas forcément laissées de temps. Elles peuvent être aussi impressionnées par ce qui se passe, la quantité de sang perdu. Voilà, donc c'est vraiment important de prendre le temps. Il y a 2 méthodes pour avorter. Quelle est la différence entre les 2 ? Alors la différence, donc, c'est dans la méthode en elle-même. La femme, elle a le choix pour la méthode quand elle est encore dans le délai, parce que du coup, il y a la méthode médicamenteuse qui se pratique jusqu'à 7 semaines de grossesse et une méthode qu'on appelle la méthode instrumentale jusqu'à 14 semaines de grossesse. Pour ces 2 méthodes, il y a de toute façon toujours une consultation d'information. Pour les mineurs, comme on l'a dit tout à l'heure, la consultation dite psychosociale, l'entretien. Et ensuite, les femmes, elles doivent remettre le consentement, choisir la méthode. Et du coup, l'IVG instrumentale se fait sous anesthésie locale ou générale. Donc ça rajoute un rendez-vous aussi pour rencontrer l'anesthésiste, comme pour toute intervention sous anesthésie. Et l'IVG médicamenteux, lui, il se fait un peu en 2 temps. Il y a une première prise d'un médicament qui interrompt la grossesse et 24 à 48 heures plus tard, il y a un deuxième médicament qui, lui, provoque l'avortement. Donc dans tous les cas, quelle que soit la méthode, il faudra réaliser une consultation de suivi 3 semaines plus tard pour vérifier que tout va bien. Comment sont accompagnées les femmes qui désirent avorter ? Elles sont accompagnées par le médecin ou la sage-femme qui fait les consultations et qui va pratiquer l'avortement, et la conseillère conjugale et familiale qui va proposer, pour les mineurs c'est obligatoire, et pour les femmes majeures on propose toujours
un temps de parole qui est souvent apprécié et elle peut être reçue seule ou en couple. Voilà. Pourquoi existe-t-il un délai au-delà duquel on ne peut plus avorter ? Eh bien, sans doute parce que la loi est obligée de mettre une limite. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser qu'il y avait aussi une échographie de datation qui est obligatoire pour réaliser une IVG parce que c'est ça qui permet justement de dater la grossesse, de dire précisément le nombre de semaines et de jours, l'âge de la grossesse si vous voulez. Donc c'est ça qui va dire jusqu'à quelle date l'avortement peut être pratiqué. Le délai, il dépend un petit peu des pays et d'ailleurs récemment il a été allongé de 2 semaines. Donc là, il y a aussi un avis qui est demandé au Comité consultatif national d'éthique. Et il y a aussi un cas où il n'y a pas de délai, c'est l'IMG, l'interruption médicale de grossesse, quand la vie de la femme ou de l'enfant à naître ou l'état de santé est gravement menacé. Je ne sais pas vous répondre plus précisément après d'un pays à l'autre comment les délais sont fixés. Selon vous, quel est le regard de la société sur l'avortement aujourd'hui ? Est-il mieux perçu qu'avant ? Alors, les choses ont heureusement évolué, mais il y a encore beaucoup de tabous, de non-dits, de jugements, voire d'interdits autour de l'avortement. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer de dire et de redire qu'une femme doit pouvoir disposer de son corps, en espérant que le regard évolue aussi peut-être avec plus d'informations, plus de politiques de prévention en amont, parce que il y a encore aussi beaucoup d'informations et de prévention à faire sur ces sujets-là qui restent tabous. On remercie Bénédicte Rodari qui est conseillère conjugale et familiale à vie et liberté au centre de santé sexuelle de Mâcon, d'avoir répondu à toutes nos questions concernant l'avortement. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à contacter Bénédicte ou aller au centre santé sexuelle de Mâcon. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site internet de Radio Aléo, radioaléo.fr.